Bonjour à toutes et à tous, en ce 15 juillet, une petite vidéo pour faire un point lecture et vous parler de 3 lectures que j'ai faites dernièrement. Je voulais tout d'abord vous parler de l'œuvre d'Émile Zola, avec qui j'ai passé un super moment. Alors il a été publié en 1886 et c'est le 14e tome de la série des Rougon-Macquart de Zola. On va y suivre Claude Lantier, qui est le fils d'une mère déséquilibrée et d'un père alcoolique. Alors on avait croisé Claude déjà dans l'Assommoir quand il était enfant, mais aussi dans le ventre de Paris au début de sa vie adulte. Et dans l'œuvre, on le retrouve adulte et monté entre guillemets à Paris, où il tente de vivre de son art, c'est-à-dire de la peinture. L'œuvre raconte la vie et les déboires de Claude durant un peu plus d'une dizaine d'années, entre la date de la création du Salon des Refusés, où il désespère d'être repéré, et son décès tragique en 1876. Alors Claude, c'est quelqu'un de très déséquilibré psychiquement. À notre époque, il aurait très certainement été diagnostiqué bipolaire et très bien aidé grâce à des traitements adaptés, mais là, la vie est très difficile pour lui. Il ne vit que pour sa passion pour l'esthétisme et la peinture. Il alterne des phases d'exaltation intense et de désespoir extrêmement profond. Alors, c'est pas très gai, hein, notamment sa fin qui est particulièrement tragique et longuement décrite. Mais l'histoire de Claude et les thèmes qu'elle permet à Zola d'aborder sont absolument passionnants. Alors Zola, il traite dans ce roman de l'amour qu'une femme peut vouer à un homme. Ici, l'amour que sa femme voue à Claude. Il explique le soutien qu'elle tente de lui apporter et puis peu à peu, il nous fait rentrer dans la jalousie qu'elle peut ressentir, cette femme, pour l'amour que Claude réserve uniquement au tableau parfait qu'il tente absolument de réaliser sans jamais y parvenir. Et puis il décrit également la chute de cette femme. Ce personnage secondaire de la femme de Claude est absolument magnifique. Zola traite aussi de l'amitié, de la lâcheté dans l'amitié, du désintérêt, du détournement parfois des amis face aux échecs répétés et au désespoir. Les portraits des amis de Claude sont truculents et souvent très comiques. Zola développe aussi le thème du processus créatif, bien entendu, il le développe beaucoup. Il développe le thème de l'obsession de la création, du désespoir et de la folie, dans lesquels la création peut emporter très facilement l'artiste. Et puis enfin, c'est un excellent roman social et historique sur le monde de l'art sous le Second Empire, sur le rôle des journalistes, l'ambiance des salons, le jeu des marchands d'art. C'est absolument passionnant, c'est très immersif. Alors c'est un roman très sombre, très noir, avec des personnages vraiment touchants, que l'on observe progressivement chuter et en les regardant aussi tenter de s'agripper à leur passion, à leur idéal ou à leur amour. C'est une noirceur que la plume de Zola vient vraiment contraster et embellir par toute sa richesse, son enthousiasme, son humour, ses descriptions absolument somptueuses de Paris, de ses rues, du fourmillement qui peut y régner, de ses maisons et de ses chantiers à l'époque, ses fiacres, ses péniches, ses tavernes, et puis les lumières qu'il sait si bien décrire, les lumières du ciel de Paris ou les lumières sur la Seine. C'est une lecture que j'ai engloutie très vite, qu'il était assez difficile de lâcher. J'avais pas lu Zola depuis au moins 20 ans, j'ai envie de dire, et j'étais vraiment très contente de relire un roman d'Émile Zola. Et j'adore la couverture, qui est une très vieille édition poche trouvée d'occasion. Je la trouve très jolie. Voilà. J'ai lu également dernièrement de la poésie moderne, de la poésie urbaine. J'ai lu le recueil de poésie intitulé Excursion poétique de Marianne Bruch. Marianne Bruch, c'est une poétesse parisienne qui publie très régulièrement depuis 2010 sous forme de recueil ou dans des revues. Et je l'ai connue tout simplement par nos blogs interposés en rencontrant son blog culturel intitulé La bouche à oreille, un blog que j'apprécie beaucoup.
Donc quand j'ai appris qu'elle publiait un nouveau recueil de poésie, je me suis un peu précipitée pour découvrir sa poésie, puisque j'aime beaucoup sa plume sur son blog. Alors dans ses excursions poétiques, Marianne Bruch nous livre sous forme de poésie prosée, très limpide, malicieuse et aussi très sensuelle, les observations, les pensées et les réflexions qu'elle laisse venir à elle et qu'elle consigne dans son petit carnet lorsqu'elle se pose sur un banc ou dans un café parisien. Elle s'est livrée à cet exercice entre le printemps 2022 et l'hiver 2023. Alors elle nous embarque dans un Paris contemporain extrêmement bien observé et retranscrit, celui que j'adore humer en fait quand j'y flâne. Elle y observe sa riche jeunesse débraillée, sa jeunesse impeccablement zappée mais qui rame, ses touristes hébétés qui, entre guillemets, s'esbaudissent sur les figurines en vitrine, ses travailleurs tertiaires pressés, ses serviteurs zélés, ses insouciants inquiets, ses, entre guillemets, retraités en folie habillés en montagnards des pays plats. Ah ça, j'ai bien ri sur sa description des personnes retraitées qui partent faire de la marche nordique dans les parcs. C'était vraiment chouette, c'était rigolo. Elle décrit donc Paris, ses passants, ses couleurs, ses bruits, ses odeurs si variées, moches, joyeuses, magnifiques ou tristes. Ces scènes respirent la vie et restituent la magie de Paris. C'est finement observé, c'est finement croqué par les mots. Chacune de ces excursions assises est un petit film dont on pourrait presque toucher ces détails, comme par exemple lorsqu'elle écrit ce blouson, lorsqu'elle croise un homme vêtu d'un blouson de cuir, ce blouson couleur de réglisse longuement mâchouillé. Chaque poème a pour titre le nom de l'endroit où il a été écrit, comme par exemple Brasserie le Balzar, rue des Écoles, Café le Bastille, rue de la Roquette, un banc près du marché des Fleurs, sur l'île de la Cité. Rien que ces titres, je les ai trouvés très poétiques, et en plus, à chaque fois, c'était une petite joie de les découvrir, et aussi de me rappeler un endroit où j'avais pu aussi, moi-même, m'asseoir parfois dans Paris. Voilà, c'est un voyage au cœur de Paris à partir de ses chaises ou de ses bancs qui fait aussi remonter ses souvenirs à l'auteur, alors des souvenirs joyeux ou beaucoup moins. Elle les effleure avec recul et tendresse en proclamant tout simplement sa joie d'être là, c'est super beau, ça chauffe le cœur tout autant que les petits expressos qu'on partage avec elle. J'ai vraiment beaucoup aimé cette lecture. J'avoue, j'ai bien du mal avec la poésie très métaphorique et lyrique. Quelque chose que j'ai déjà dit ici, je sais pas, mon cerveau n'y arrive pas. Mais j'ai beaucoup aimé cette prose poétique moderne, concrète, très ancrée dans la réalité et dans le quotidien aussi, et qui sait enrober ce quotidien de mystère et un peu de magie. Voilà, donc je recommande ce recueil de poésie, Excursion poétique de Marianne Bruch, et je compte bien lire ses autres recueils. J'ai également lu dernièrement numéro 2 de David Fuenquinos. Alors dans ce roman qui est paru en 2022 je crois, nous sommes dans la fin des années 90 à Londres, à l'époque où les premiers romans de Harry Potter sont un véritable phénomène d'édition en Angleterre, et à l'époque aussi où la contagion Harry Potter gagne peu à peu le monde entier. Alors le monde du cinéma s'empare de ce phénomène et travaille assidûment au casting, puisque le premier film doit être produit bientôt. Et donc les producteurs recherchent désespérément la perle rare parfaite pour incarner Harry. On va suivre Martin, qui a 10 ans. Martin, c'est un petit garçon dont la maman est française, le papa est anglais et il vit à Londres. Donc il a 10 ans et un jour où sa nounou est absente, il n'a pas trop le choix que d'accompagner son papa sur un plateau de cinéma, puisque son papa est accessoiriste sur les tournages. Martin va se trouver repéré et plein de trucs vont s'enchaîner. Il va finalement se retrouver ex aequo pour le rôle d'Harry Potter aux côtés de Daniel Radcliffe. Et bien sûr, on connaît l'histoire, c'est celui-ci qui l'emporte. Martin reste sur le carreau. Ce roman, cette fiction, c'est une fiction, raconte le ressenti de Martin face à cet échec, sa forte déception, le sentiment de rejet dont il ne parvient absolument pas à s'extraire.
Martin va développer une phobie très spéciale, la phobie de Harry Potter. Il va se mettre à fuir tout ce qui se rapporte au héros, ce qui à l'époque était une mission absolument impossible. Alors on va suivre la destinée de Martin, son adolescence, son début de vie adulte. Martin qui va se construire à partir de ses émotions très fortes de son enfance et de ce rejet de cette première place au casting. Alors la première partie du roman m'a laissé un peu dubitative. Il y a beaucoup d'anecdotes autour de la création du film, autour du casting, autour de J.K. Rowling. C'est très très bien renseigné, très très bien écrit aussi. La plume de David Fuenquinos, comme toujours, est très très agréable. Mais je ne voyais pas trop l'intrigue et ça a fini par me lasser. Je me demandais où il voulait bien nous emmener, je commençais à me dire qu'il voulait nous emmener nulle part et à me dire que peut-être que j'allais l'abandonner, mais absolument pas. Assez subtilement, peu à peu, l'auteur utilise cette histoire complètement folle de phobie d'Harry Potter pour développer l'histoire de vie de Martin. Déjà, c'est une trajectoire de vie vraiment originale et intéressante qu'il a créée. Mais surtout, David Fuenquinos traite de façon vraiment plutôt profonde, en tout cas très pertinente, de la puissance des émotions d'enfance qui contribuent à guider nos vies. Il traite également de la phobie, maladie très grave pouvant devenir très invalidante, de l'isolement que la phobie peut générer et de la dépression que souvent elle amène. C'est vraiment une très jolie histoire qui emporte, c'est touchant, c'est original, le sujet de la phobie et des émotions d'enfance qui nous suivent est vraiment très intéressant, très bien amené, bien développé, le tout sous une plume comme d'habitude drôle, simple et limpide, très précise. Vraiment, c'était une chouette lecture. Au final, j'ai vraiment bien aimé ce roman de David Fuenquinos. Et en ce moment, je lis un roman coréen, Le Vieux Jardin de Hwang Sok-young. Un très beau roman, j'en suis aux 3/4, je pense qu'il va être terminé ce week-end. Un roman qui raconte l'histoire d'un homme qui sort de 18 ans de prison pour avoir participé à des mouvements de révolte contre la dictature instaurée dans son pays après les années 50. Il va tenter de retrouver la femme qu'il a aimée, la femme qu'il a beaucoup soutenue dans sa clandestinité avant qu'il ne soit arrêté. Mais cette femme a disparu et il ne pourra pas il ne pourra pas échanger avec elle. Par contre, il pourra la retrouver à travers des cahiers qu'elle lui a laissés. Il va découvrir ainsi tout ce qu'il a loupé durant ses années d'incarcération et il va également nous raconter son histoire à lui et ses conditions de détention. C'est passionnant, parfois très dur, c'est très bien écrit et on découvre deux magnifiques personnages. Et puis c'est un roman que j'aime beaucoup parce qu'on découvre également, moi je ne connais pas beaucoup l'histoire contemporaine de la Corée, cette histoire qui est très liée en définitive à la guerre froide, et c'est vraiment une très belle découverte. J'aime beaucoup ce roman, Le Vieux Jardin. Voilà pour ces lectures. Dites-moi si vous les connaissez, si vous les avez lues. David Fuenquinos numéro 2, la poésie de Marianne Bruch et l'œuvre de Zola. C'est toujours un plaisir d'échanger avec vous en commentaire et je vous dis à très bientôt.